Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 5e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins. Où l'épisode? Jalen Chatfield. Ah, t'as changé. Bah, j'avais pas vraiment décidé, Ryan. Ah, ok. C'est juste parce que Chatfield a eu une très belle performance hier lors du match aussi. Donc, avec deux points, je pense que c'était la première fois ou en tout cas, la première fois en 33 ans, le deuxième défenseur en 33 ans à récolter 2 passes dans une première période d'un match numéro 1. Toujours des statistiques folles. Oui. Mais quand même. Alors, on va en jaser d'ailleurs de ce match-là. L'ouverture de 1-0 justement dans cette série pour Vegas. 5-4 qui a fini ce match-là. On en jase un peu plus tard dans notre segment mise en échec. Mais le gros point d'aujourd'hui, Phil, c'est le segment le long de la ligne. On va en jaser. Roland Garros nous donne toute qu'une surprise. Peu de joueurs classés dans le top 3. En fait, qu'un seul est toujours vivant, c'est Alexander Zverev. Tous les autres, côté masculin, côté féminin, partis. Et là, on parle de simple, bien sûr, et non pas de double ou de mixte. Et finalement, le segment sporadique et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 5e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins. Débutons côté tennis, Phil, parce qu'avec la défaite de Félix Auger-Aliassime hier, Zverev devient le joueur le mieux classé justement dans ce tournoi de Roland Garros. Puis ça, il l'était déjà. Il l'était déjà, mais tu comprends ce que je... Ouais, c'est vrai que le formuler... Ah ouais, c'est vrai que le formuler comme ça, c'est... Tu comprends ce que je veux dire, là? Mais il est de loin le joueur le mieux classé, que ce soit masculin ou féminin. Merci, Phil, c'est correct. Et ça, depuis 1977. C'est le pire rendement d'un carré d'as depuis 1977. On en avait parlé hier, en ronde, bien évidemment. Bon, chez les femmes, il reste toujours Mira Andreeva qui se rend d'ailleurs en finale de Roland Garros avec sa victoire un peu plus tôt aujourd'hui. Et Phil, pour l'occasion, je t'ai demandé de faire une certaine recherche, celle de voir quel a été le pire carré d'as depuis l'ère moderne. Parce que, bon, cette statistique revient à 1977, mais je voulais voir quelle était la pire de l'ère moderne. Tu l'as fait du côté des hommes à Roland-Garros et j'ai bien hâte d'entendre ce que tu as pu trouver par rapport à ça, parce que cette recherche a été, ma foi, fabuleuse. Ouais, il y a des noms quand même qui sont remontés de loin. Certains même dont je n'avais pas conscience. C'est ça, j'aurais bien aimé le faire pour les 4. Là, je l'ai fait pour Roland Garros seulement. Je reviendrai avec cette recherche-là peut-être. On pourra y revenir à Wimbledon. Peut-être que ce sera encore une situation dont on va jaser. On sait déjà que Carlos Alcaraz n'y sera pas, par exemple. Donc, il pourrait y en avoir d'autres de ces grands chelems avec un peu de variété en demi-finale, tard dans la quinzaine. Fait que le Grand Chelem, en tout cas le Roland Garros plutôt, qui a été, bon, si on additionne, moi c'est ça la méthode que j'ai empruntée, là, j'ai additionné les rangs mondiaux de tous les joueurs qui faisaient partie de ce carré d'as pour avoir finalement le chiffre le plus haut. Et c'était grandement, celui que j'ai trouvé, c'était grandement biaisé par un joueur qui a comme vraiment fait tanker le chiffre plus que les autres. Parce qu'il y en avait, honnêtement, c'est un peu bizarre d'évaluer ça comme ça parce qu'il y en avait peut-être qu'il y avait des joueurs, un plus grand nombre de joueurs surprenants. Là, il y en avait juste un qui était hors norme. OK. Et c'était Roland Garros 2018, je l'ai pas écrit ici, je l'ai écrit quelque part d'autre. C'était Roland Garros 2018. Je pense que le chiffre que j'avais additionné, c'était 85. Oh boy. Et c'était, oui, c'est ça, Roland Garros 2018. Raphaël Nadal, numéro 1. Donc, la valeur moindre. Del Potro, par la suite. Juan Martín Del Potro, 5. Dominic Thiem, 7. Et 72e. Mondial qui s'était rendu en demi-finale, Marco Cecchinato. Oh wow! Oh, c'est vrai! Wow! Et si on additionne ça fait 85. Donc, c'est pas pire. Le plus proche après ça était peut-être 60-70. C'est-tu vrai? Fait que, ouais. Je veux pas...
tu vas être inquiet. Si c'est ça ton plus haut. Là, ah oui, non, du côté féminin, c'est certain que ce sera toujours plus. J'ai pris le temps de faire les 4. Phil, je dois t'avouer que Wimbledon et l'US Open, et plus précisément Wimbledon, de loin, le tournoi où le top 4 est le plus souvent dans le Corridors. Ça n'en dit beaucoup quand même par rapport à la surface, par rapport au niveau de jeu qui handicape un peu moins les joueuses ou peut-être une certaine aisance sur le gazon et la surface dure. Mais voici ce que j'ai déniché, Phil. La plupart sont à Roland-Garros, c'est-à-dire 3 sont à Roland-Garros, et je me devais de les mettre parce que c'est tellement fou. Et tout ça, c'est dans les 6 dernières années. 2020, Roland-Garros. Un total de 196 points du côté des rangs mondiaux. Iga Swiatek, 51e mondial, va défaire Nadia Podoroska, 131e mondial en demi-finale pour atteindre la finale. Et Sofia Kenin, 4e mondial, va défaire Petra Kvitova, 7e. Et Swiatek va remporter la finale. L'année suivante, Phil, un total de 166 entre les joueuses de leurs rangs mondiaux. Barbora Krejcikova, 33e mondiale, va défaire Maria Sakkari, la grecque, 17e mondiale. Et Anastasia Pavlyuchenkova, 31e mondiale, va défaire Tamara Zidanšek, 85e tête de série. Krejcikova va ensuite remporter la finale. Et en 2025, il y a une anomalie cette année-là qui est l'an passé, on le sait. 369 le total des rangs des joueuses, et tout ça, c'est grâce à une personne. Aryna Sabalenka, première tête de série, va défaire Iga Swiatek, 5e. Et Coco Gauff, 2e, va défaire nul autre que Loïs Boisson, 361e mondial. Et a atteint les demi-finales pour que Coco Gauff l'emporte en finale. Mais le carré d'as, le vrai perdant dans le carré d'as, dans tous les grands chelems, c'est nul autre que le US Open 2021. Et je l'ai choisi parce que c'était pas une joueuse qui prenait tout le poids. En fait, il y avait 3 des 4 qui en prenaient beaucoup. Un total de 242 rangs mondiaux qui ont été additionnés. Emma Raducanu, 150e mondiale, va défaire Maria Sakkari encore une fois. Dans la même année, elle s'est fait battre 2 fois par des joueuses qui ne devraient pas la battre, qui était 17e mondiale. Et la Canadienne Leila Fernandez, 73e mondiale, va battre Aryna Sabalenka pour voir Raducanu l'emporter en finale. C'est selon moi le vrai carré d'as perdant de ce que j'ai trouvé depuis 2000. Et ma foi, cette recherche était sublime. J'ai adoré tout de ça. Et pour relier avec notre point qui est qu'aujourd'hui encore, c'est un peu la même chose. Peu de grandes vedettes qui restent du côté féminin. Évidemment, la nouvelle, pas finaliste, mais la favorite, c'est plutôt Mirandreva. Et du côté masculin, encore une fois, ce sera Zverev. Écoute, Phil, on peut revenir aussi de ce qui s'est passé là, durant les derniers jours côté Roland-Garros, parce que ça a été... Mon Dieu, rocambolesque. Ça a été fou, qu'est-ce qui s'est passé. La défaite de Félix Auger-Aliassime, notamment face à Koboli, qui, lui, d'ailleurs, affrontera Zverev demain. Berrettini, qui, malheureusement, est incommodé par les blessures. Plusieurs joueurs, d'ailleurs, qui, on voit là, qui ne se sentent pas à 100% durant ce tournoi Roland-Garros, ce qui est évidemment triste. Si on revient, évidemment, il y a Alcaraz, qui n'a même pas commencé le tournoi, ne sera pas de Wimbledon, comme tu as mentionné. Sinner, qui a eu des problèmes de crampes, a dû se retirer ne s'est pas retiré, mais aurait pu se retirer à tout moment de son match. Et chez les femmes, ça a été un problème de tête du côté d'Aryna Sabalenka, qui, elle aussi, s'est malheureusement fait voir la porte de sortie là, durant son match de quart de finale. Mais parle-nous un peu, justement, de ce qui s'est passé, un peu peut-être tes impressions par rapport à ce Roland-Garros qui, ma foi, choque tout le monde à tout moment, à chaque jour qu'il se donne. Oui, ça a été un tournoi, franchement, très riche en résultats inattendus. On a vu absolument de tout dans ce tournoi-là, puis ça continue d'épater de jour en jour. Là, présentement, on suit Swialinska qui, écoute, est
peut-être là, en voie de réaliser la plus récente surprise de ce tournoi. Parce que là, c'est au deuxième, là, présentement, contre Schneider. Puis, bon, Schneider, on l'a dit, qui a fait tomber Sabalenka en quart de finale. Puis, écoute, faire tomber, c'est beaucoup dire. Je dirais plus que c'est Sabalenka qui a attaché ses lacets ensemble puis qui comme ça trébuché. A trébuché, là. Parce que vraiment, c'était un autre désastre du côté de Sabalenka. J'ai regardé ce match-là, puis physiquement, il n'y avait pas de problème de son côté de ce que je pouvais voir, en tout cas. Je pense pas que c'était vraiment la cause de ces déboires. C'est encore un cas de Sabalenka qui est sa propre pire ennemie. Et ça, ça fait trop de fois que ça arrive, surtout que maintenant, c'est une joueuse accomplie qui a plusieurs grands chelems quand même sous sa ceinture. Donc, ouais, puis écoute, qu'on fait face à une joueuse comme Diana. Je crois que Diana, c'est ça. Diana Schneider qui, écoute, quand même une joueuse coriace, mais qui n'a pas du tout nécessairement les armes de Sabalenka dans son jeu. Puis Sabalenka était en contrôle parfait de ce match-là. Là. On est au deuxième, c'est 4-1. Et tout à coup, le ciel lui tombe sur la tête. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé, ce qui a vraiment été le moment où sa confiance a été perturbée. Puis pourtant, je l'ai regardé ce match-là, je l'ai regardé quand même attentivement, mais à un moment donné, les balles se sont mises à tout tomber dans le filet à répétition. Puis le synchronisme qui était complètement perdu, puis c'est juste, à un moment donné, quand ça arrive au cours d'un match, il faut que tu sois capable de faire ce reset-là mental. Puis Sabalenka, on dirait, elle n'a pas toujours la faculté de se rationaliser dans ce moment-là, puis se dire, OK, je suis correct, je vais me replacer. Pourtant, ça devrait être le cas pour une joueuse quand même de sa trempe. Mais on a vu que, encore une fois, il manquait, il a manqué de confiance ou il a manqué d'assurance dans un moment. Puis par la suite, c'est devenu juste une avalanche. Puis il n'y a pas eu de fin à ça du tout, à un point tel qu'elle a perdu le troisième 6-0. Comme. Ouais, non, 6-0. Pas 6-1, là, pas 6-2, 6-0 carrément. Elle a perdu, je pense, 5, 6 jeux au service consécutifs. Puis ça, c'est en sachant que Sabalenka, c'est une des bonnes serveuses sur le circuit. Donc, ouais, écoute, à un moment donné, des fois, ça te prend juste un point. Il faut que tu essaies de construire, de revenir aux bases, à l'essentiel. Puis de ralentir ton adversaire de quelconque façon que ce soit. Si c'est en envoyant un peu de variété, je ne sais pas, des balles un peu plus lobées ou quoi que ce soit, il y a toujours des façons. Puis les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses le font, sont capables de trouver des solutions au cours d'un match. Donc, Sabalenka, pour moi, c'est un match c'est inexcusable d'aller perdre ce match-là. Ouais. Bon, maintenant, ça nous laisse avec un Carreras qui est tout ouvert en réalité. Il y a Andreeva qui, elle, est sûrement très heureuse de son sort présentement. Ouais. Elle vient de battre Kostyuk qui, soit dit en passant, n'avait pas perdu un match sur terre cette saison, Marta Kostyuk, parce qu'elle avait joué seulement à Rome, puis ça avait été la championne. Donc, vraiment une joueuse qui était en pleine confiance, l'Ukrainienne. Et elle n'a pas eu vraiment de moment dans ce match-là. Ça a été Andreeva pas mal d'un bout à l'autre. Là. Il y a un moment donné où on est revenu à service égal. C'était au deuxième. Là. Elle tirait de l'arrière par un prix. Elle était parvenue à remporter une partie au service d'Andreeva. Puis sur la suivante, elle a été brisée à nouveau. Ça s'est terminé 6-1, 6-3, donc vaincu assez sèchement, Kostyuk. Mais crédit à Andreeva, vraiment, son jeu là me paraît dans un
très bon état présentement. Et on le sait que c'est une joueuse qui était amenée à percer en Grand Chelem, là, tôt ou tard, Andreeva. Elle a vraiment tout ce qu'il faut. Et ça, c'est en étant toute jeune aussi. Là, donc, je pense que c'est clairement la favorite à ce stade-ci parce que l'autre demi-finale, bon, peu importe qui s'en sort, Schwalinska ou Schneider, je pense pas que ce sont des joueuses là, vraiment qui ont les capacités, là, des attributs nécessaires là, dans leur jeu pour vraiment perturber Andreeva. Je pense que c'est une joueuse tellement polyvalente, Mira Andreeva, puis d'après moi, je vois pas pourquoi elle serait incapable là, de livrer la marchandise dans cette finale-là. Ça semble quand même lui appartenir, ce tournoi. Je pense que son sort est vraiment entre ses mains à Andreeva. Et je lui souhaite aussi parce que vraiment, je pense que c'est une joueuse là, qui peut appartenir à cette élite, à la crème de la crème du côté féminin. Et c'est son moment, vraiment. C'est elle qu'on attend là, pour cette finale, pour percer, pour triompher. Donc, ce sera intéressant de voir si elle va bien gérer quand même ses émotions lors de ce match-là. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup quand même de sentiments là, qui vont la traverser. Donc, je pense que ce sera plus ça la bataille pour elle parce que de l'autre côté du filet, peu importe qui sera la joueuse qu'elle va affronter, je pense que ce sera tout à fait accessible pour elle, mais ce sera surtout de voir comment elle va se comporter et comment elle va réagir face à la pression d'une finale des Grands Chelems. Parce que ce sera sa première quand même. Donc, à voir. Mais j'ose croire qu'Andreeva sera capable d'aller chercher ce premier titre en Grand Chelem. Côté masculin, on a vu quand même un beau parcours de Félix Auger-Aliassime. Ça s'est terminé hier. Ça a été un match un peu frustrant face à Koboli quand même, il faut le dire. Parce que Félix on sentait qu'il était quand même présent, mais on dirait qu'il est juste passé à côté du moment un peu, puis des moments à l'intérieur de ce match-là, des balles de bris, les points importants. On dirait que Koboli avait vraiment toutes les réponses, même si parfois c'était avec l'aide d'un filet ou d'un bout de ligne. Il a été le joueur, je dirais, le plus constant puis le plus solide dans ce match-là, il faut le dire. Mais Félix n'a pas été nécessairement mauvais ou surclassé, juste un peu... un peu surpassé par son adversaire dans les moments importants. C'est surtout ça. Puis au premier set, il paraissait très bien. C'est vraiment drôle parce que le premier set était... on se battait avec les éléments. Puis peut-être que là, Félix, on dirait... même si habituellement le vent, c'est pas quelque chose qui lui plaît du tout, ça l'affecte souvent au niveau de son service. C'était des grosses bourrasques de vent. Puis ça rendait le jeu vraiment bizarre parce que tu avais comme un côté qui avait beaucoup plus de terre que l'autre à la base. Comme tu regardais le terrain, il y avait un côté qui était pâle puis un côté qui était foncé parce que la terre avait été carrément ramassée d'un côté du terrain à cause du vent. Puis tu avais un côté où la balle avançait pas du tout. Puis l'autre où la balle voyageait. Puis ça, presque tous les coups finissaient près de la ligne de fond. Puis Félix s'en est sorti de ce premier set-là, alors que généralement, c'est des conditions que j'estime qui ne seraient pas favorables pour lui du tout. Puis là, tout à coup, on ferme le toit, chose que Sabalenka aurait peut-être souhaité aussi dans son match qui était juste avant, parce qu'elle a eu de la misère avec le vent également. Puis on ferme le toit, puis à ce moment-là, le momentum change. Il est arrivé quelque chose de similaire avec Sinner, là, un peu c'était en Australie au début de la saison. Là, c'était à cause de la chaleur. Cette fois-ci, c'était à cause du vent puis un peu de pluie qui était dans le secteur. À savoir quand même, peut-être que le toit aurait pu éventuellement rester ouvert, mais il en est tel qu'on a décidé de le fermer. Puis Koboli
a été meilleur à partir de ce moment-là. On dirait qu'il a profité de ces conditions-là qui étaient un peu plus maîtrisées parce que vraiment, il souffrait plus que Félix des conditions venteuses, on dirait. Et Auger-Aliassime est pourtant habituellement 2 fois meilleur en situation de jeu à l'intérieur. C'est parce que c'est beaucoup là qui a joué justement en grandissant, étant canadien. Là, beaucoup de ses pratiques en grandissant qui se passaient sous toit couvert. Donc, ça m'a étonné un peu. Je me suis dit, regarde, il a gagné la première manche, le toit vient de se fermer. Tout pointait en faveur de Félix, mais Cobolli a trouvé des solutions vraiment dans ce match-là. Puis il a été très courageux, je dirais, pour un jeune qui faisait sa première demi-finale, premier quart de finale Grand Chelem. Ou non, attends, c'était son premier ou c'était son deuxième? Toute sa recherche, mon cher. Ouais. Je suis pas certain. Mais en tout cas, pour un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience en Grand Chelem, il a été très courageux, Cobolli. Je trouvais qu'il il allait vraiment pour ses coups dans ce match-là. C'est sa deuxième quart de finale? Ouais, le deuxième. Wimbledon 2025? OK. Il me semblait aussi. J'ai eu un doute là, puis c'était pas face à Djokovic? Pendant que tu le... Je vais aller vérifier pour toi. C'était Djokovic. OK, c'est ça, oui. c'est ce que je pensais. Oui, non, ça m'a étonné de le voir aussi confiant, aussi à l'aise sur le court. Comme normalement, tu t'attendrais à avoir un moment de faiblesse de la part d'un si jeune joueur comme ça, mais écoute, peut-être qu'il a appris aussi de ce qu'il a fait l'année dernière face à Djokovic en quart de finale. Puis évidemment que c'est un joueur de grand talent, Cobolli. Je suis très étonné aussi de voir à quel point un petit bonhomme quand même en termes de tennis, parce qu'il fait 6 pieds, mais en termes de tennis, c'est pas énorme, 6 pieds pile. J'ai été étonné de voir à quel point il est explosif. Vraiment beaucoup de puissance dans son jeu. Il va sauter comme ça, il va vraiment exploser puis frapper à travers la balle. Puis ça donne des frappes très lourdes quand même qui sont assez difficiles à gérer. Puis Félix a été bousculé par moments dans ce match-là. Mais ouais, avec un gabarit que je considère plutôt petit, vraiment, vraiment très capable de bondir sur des balles, puis autant au service que sur ses coups droits. Son revers qui est très solide aussi. Fait que, c'est un joueur quand même étonnant, Cobolli. Pourrait peut-être faire des parallèles avec un autre Italien qui maintenant est sur la fin de ses jours de tennis professionnel, mais un peu un Fabio Fognini qui est petit gabarit également, mais quand même très explosif. Ouais, capable d'être explosif. Ça me rappelle un peu ça, mais je pense qu'il est capable quand même là, de surprendre ses adversaires, Cobolli, avec ses frappes qui ont été très précises tout au long du match d'hier. Puis vraiment, il n'avait pas peur d'aller pour le coup gagnant quand il avait besoin. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut reprocher souvent au Auger-Aliassime d'être un peu trop passif au cours d'un match. Donc, chapeau à Cobolli vraiment pour avoir été entreprenant dans ce quart de finale-là. Puis, écoute, je pense que j'aime ses chances face à Arnaldi. Arnaldi, hier, Dieu merci pour lui, là, il y a eu un petit répit face à Berrettini parce que, malheureusement, Matteo, qui n'est pas au bout de ses problèmes de blessure, il semblerait. Berrettini, c'est un joueur de grand talent, mais malheureusement, les dernières années, c'est les blessures sur blessure, puis ça l'empêche d'aller plus loin. Mais on a eu quand même droit à un petit échantillon de ce que Berrettini peut être lorsqu'il est en santé. Je pense qu'on l'aurait vu plus, ça, franchement, s'il avait été capable de mieux gérer son corps au cours puis sa condition physique au cours de sa carrière. Mais ouais, une fin de parcours en quart de finale pour lui.
Et Arnaldi, lui, va vraiment en profiter parce que c'est un gars qui a passé beaucoup trop de temps sur le court depuis le début de la quinzaine. Écoute, 17 heures, plus de 17 heures maintenant, parce que c'était 17 heures avant ce match-là, si je ne me trompe pas. Puis ça, c'est nettement plus que tout autre joueur qui est toujours présent dans le tournoi. Arnaldi, ça a été vraiment le parcours du combattant, là, je te dirais, au cours de ce tournoi-là. Je peux vous dire un peu là, ses résultats. Après au premier tour, le résultat des femmes, la demi-finale Schneider-Schwalinska. C'est fait, OK. C'est fini. Wow. Félicitations à Schwalinska dans ce cas-là. Et un gros test maintenant face à Andreeva. Le fait que Loïs Boisson n'a pas pu faire l'année dernière, c'est-à-dire se rendre en finale en tant que joueuse qualifiée, n'est-ce pas? Donc... Wow. Ouais. OK. Sensationnel, quand même. Fou. Arnaldi, écoute, amorce ce tournoi-là. C'est un joueur qui... ce n'est pas une tête de série là, au sein de ce tournoi, Matteo Arnaldi. Donc, n'avait pas nécessairement un parcours facile devant lui. Amorce ce tournoi face à Griekspoor, qui est quand même assez redoutable sur terre aussi, 29e tête de série. Et c'est très serré quand même en 4 manches. Mais la première qui va du côté de Griekspoor, c'est 7-6, 11-9. Après ça, Arnaldi qui revient a eu besoin d'un bris d'égalité, aussi au troisième set. Ensuite, Tsitsipas, c'est un Tsitsipas qui n'est plus celui qu'il était il y a quelques années, mais quand même un joueur d'expérience qui a déjà fait des longs parcours à Roland-Garros. Mm-hmm. Là aussi, 4 manches. Ensuite, le Belge Collignon, ça a été une bataille là, folle. Ça s'est terminé au 5e, 7-6, avec un 10-4. Il y a eu un autre bris d'égalité dans ce match-là. Son match de 4e tour face à Tiafoe, 3 bris d'égalité dans ce match-là. Ça se finit aussi au 5e. Il perdait 2 manches à 1 également. Arnaldi, c'est incroyable qu'il soit encore debout à ce stade-ci. Et heureusement qu'il est jeune, là, 25 ans, parce que la récupération n'a pas dû être facile. Et là, ça mène face à Cobolli, qui certainement a un peu moins de tennis dans le corps que lui. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Cobolli. Donc, je pense que ça risque d'être difficile pour Arnaldi, mais c'est vraiment une bénédiction là, pour lui d'avoir eu un peu moins de 2 manches à jouer avant que Berrettini se retire lors des quarts de finale. Donc ça, il va le prendre. C'est le fun. 2 Italiens qui s'affrontent en demi-finale. Roland Garros, qui bizarrement est un peu... C'est un peu un curse là, pour les Italiens aussi. Ça fait longtemps qu'ils ont eu un champion. Puis ça, c'est malgré l'assignation de... Il aurait pu l'an passé, mais... La bénédiction Alcaraz. C'est ça. C'est drôle parce que l'an passé, tu avais Alcaraz-Sinner, le 1-2, et Sabalenka-Goff, le 1-2. Et dans les 2 matchs, il y a un joueur ou une joueuse qui s'est écroulé. T'sais, on avait vu malheureusement Sinner. Il s'est pas écroulé, c'est juste Alcaraz qui a vraiment levé son jeu d'un cran. Mais Sabalenka, elle s'était écroulée face à Goff. L'un des matchs les plus bizarres que j'ai jamais vu, d'ailleurs, c'était faute directe après faute directe. Un match qui était excessivement long, qui s'est terminé en 3-7, 6-4 en faveur de Coco Gauff, qui a remporté son premier Roland-Garros. Mais là, cette année, c'est... Genre quoi penser, c'est du côté masculin, parce qu'on a parlé énormément du côté féminin, on vous le rappelle, Schwalinska vient juste de s'ouvrir la porte vers la finale. D'ailleurs, elle a même doublé ce qu'elle avait fait côté tennis depuis le début de sa carrière, juste avec ce tournoi-là. Et là, va peut-être le tripler juste en l'idée qu'elle se rend en finale de Roland-Garros, si j'imagine pas si elle l'emporte. Difficile, tu l'as mentionné contre Andreeva. Mais tu sais, Menchik-Zverev, si je suis Zverev et qu'il faut que je batte Jakub Menchik pour me rendre en finale, j'ai peur. Et si Zverev commence à avoir peur et commence à subir cette pression-là, je veux que ça soit là pour Zverev, parce qu'il est rendu à un âge où si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être plus jamais. On le voit, Zverev se rendre finale après finale, toujours tomber 2e.
face à des joueurs qui sont juste meilleurs que lui. Mais dans ce tournoi-là, théoriquement, sur papier, il n'y a personne qui est meilleur qu'Alexandre Zverev. Puis en plus de ça, on joue sur ce qui est selon moi sa deuxième meilleure surface, qui est la terre battue. Parce que, bon, évidemment, surface dure sera numéro 1 pour quelqu'un comme Zverev. Mais Zverev doit l'emporter là. Puis je pense, j'espère qu'il prend ce sentiment d'urgence-là dans un côté positif pour se dire c'est mon année, c'est là où je peux finalement remporter un grand chelem. Il n'y a pas deux légendes déjà du sport qui peuvent me devancer. Mais avant ça, il faut battre Jakub Menchik. T'en penses quoi de cet affrontement-là? Selon moi, je pense que c'est l'affrontement de la finale déjà que l'on voit sous nos yeux. Mais ça se peut que tu aies une autre opinion par rapport à ça aussi. Ouais, je peux pas écarter Cobolli, pas après ce que j'ai vu en quart de finale, parce que vraiment, il m'a étonné. Puis c'est ça, je disais aussi c'est cool d'avoir deux Italiens en demi-finale, parce que c'est un pays où il y a vraiment une culture de tennis de terre battue. Ouais. Et ça fait très longtemps qu'un Italien l'a emporté. Puis ce serait vraiment très drôle que ce soit un autre que Yannick Sinner, parce que on aurait juré que ça aurait été lui le premier à mettre la main sur un titre à Roland-Garros là, pour les Italiens. Je pense que ça fait depuis les années 70. Là. Ça fait longtemps. Cet affrontement-là, Zverev-Menchik, ça risque d'être fort intéressant. Menchik, on a vu la Tchéquie vraiment, écoute, depuis l'époque là, de Berdych, par exemple, il y a eu certainement le passage du flambeau là, qui s'est fait parce que là, on a des nouveaux joueurs émergents. On a vu Lehecka au cours des dernières années. On a vu Mahac aussi qui a fait de très bonnes performances aux Olympiques, notamment. Donc, elle est là, notre nouvelle génération tchèque. Et encore là, c'est un sport qui... c'est un pays qui a une belle historique dans ce sport-là quand même. Des grands joueurs. Ivan Isavic, Ivan Lendl, par exemple. Donc, on est un peu à la recherche d'un nouveau champion côté tchèque. Puis, je pense que Menchik, franchement, est un très bon candidat pour justement... Il est impressionnant. Oui, ce titre-là. Puis, j'aime beaucoup Jakub Menchik. Si je devais y aller purement avec mon cœur, ce serait lui que je choisirais pour remporter ce tournoi-là. Zverev, cela dit, est quand même largement favori dans ce duel-là parce qu'il a plus d'expérience. Il a déjà été dans ces situations-là. Malheureusement, il y a beaucoup de mauvais souvenirs dans ces situations-là. Mais ce sera de voir, surtout si... écoute, je pense que encore une fois, Zverev pourrait être son propre pire ennemi dans ce match-là. Il va falloir qu'il bloque vraiment toutes ces pensées intrusives-là, toutes ces mauvaises aventures dans le passé. Après, évidemment, il lui est arrivé des événements malencontreux aussi, comme son entorse là, à la cheville qui s'était fait face à Rafael Nadal. Donc, il y a eu toutes sortes quand même d'obstacles sur son passage. Puis là, vraiment, la voie est grande ouverte, la porte est grande ouverte pour Zverev. Menchik, lui, va jouer le rôle du bouncer. Peut-être qu'il va pouvoir se mettre devant cette porte-là ou peut-être que la porte sera simplement trop grande. Mais ça va être beau à regarder. Oui, ce serait fou que Menchik arrive à priver Sacha Zverev de ce titre-là, de cette finale-là. Parce que, écoute, lui arrive là avec une certaine innocence et tellement moins de pression sur ses épaules aussi, Menchik. Donc, peut-être que ça va l'aider. Mais c'est comme je te disais un peu plus tôt, comme je pense que je t'avais écrit ça cette semaine, comme c'est le temps de Sacha Zverev, comme c'est son moment à lui, mais est-ce que Menchik est au courant de ça? Comme, lui, il s'en va juste jouer sa première demi-finale en Grand Chelem, puis je pense qu'il va jouer avec toute la liberté du monde. En tout cas, c'est certain qu'il va quand même, à un moment donné, ressentir un peu la pression du moment, mais je ne serais pas surpris si,
par exemple, Menchik arrivait à rafler le premier set, par exemple, et même peut-être se donner une certaine avance dans le deuxième. Je pense que s'il y a un moment pour lui où ça va devenir stressant, c'est peut-être plus tard. S'il y a une avance, par exemple, puis là, peut-être que Zverev, son expérience parlerait à ce moment-là. Okay. Menchik, je pense que s'il peut commencer le match en force, puis essayer de vraiment rester sur ces zones positives-là tout au long du match, ça pourrait faire en sorte qu'il cause une surprise dans cette demi-finale-là. Mais ouais, Zverev est favori, clairement. Puis c'est son match, puis c'est son tournoi à gagner. Donc maintenant, il faut livrer la marchandise au moment convenu. Puis ça, c'est ce que Zverev n'est pas parvenu à faire dans sa carrière jusqu'à présent, mais ça a toujours été face à des adversaires qui étaient des sommités du tennis. 3 finales, Zverev. Ouais. De Grand Chelem. Des sommités du tennis. Dominique Thiem, là, c'était... excuse, mais un Dominique Thiem sur terre dans son prime. Ouais. C'est le seul qui est capable d'arracher un match à Nadal. C'était au US. Ça dérange pas où il était. Dominic Thiem, c'était une bête dans son temps. Certainement. Puis pour répondre à ta question, dernier Italien du côté masculin à l'avoir remporté, c'est Adriano Panatta en 76. Mais Francesca Schiavone était là et était superbe. Comment? 50 ans. Elle a-tu 50 ans? Non, mais c'est 50 ans depuis le dernier. Ah oui, c'est ça. Mm-hmm. Mais Schiavone l'a fait en 2010. Puis elle était superbe sur terre d'ailleurs, Francesca Schiavone. L'une des meilleures célébrations de l'histoire. L'énorme sourire de Schiavone sur cette terre battue-là était de toute beauté. Mais oui, rapidement, Zverev, 29 ans. C'est le temps ou jamais. Et là, vous savez probablement déjà le résultat de ce match-là qui, pour nous, se passe vendredi, donc demain. Bien hâte d'écouter ces deux affrontements-là pour bien sûr savoir qui sera de la finale de Roland-Garros côté masculin. Rapidement, Phil, du côté du segment mise en échec, finale de la Coupe Stanley, c'est 1-0 Vegas. Une énorme bataille de système qui s'est déclenchée lors du match. Lequel des deux survivra entre les Canes et Vegas? Selon ce qu'on a vu pendant le premier match, évidemment, l'échantillon est maigre, mais on a pu certainement dénicher plusieurs informations. Ouais, malheureusement, c'est pas un match que j'ai pu regarder là, dans son entièreté. Écoute, je pense qu'on a deux équipes qui vont essayer de s'étouffer mutuellement. Vraiment, ça va être, pour moi, c'est comme deux boas, si tu veux. T'as comme deux boas, puis les deux essayent d'asphyxier l'autre. Okay. De s'enrouler autour de leur adversaire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mouvement. Je pense que ça va être un peu ça. Bizarrement, le premier match n'a pas eu cette saveur-là, vraiment. C'est un peu comme le premier match Hurricanes Montréal. C'est excessivement ouvert. Exactement. Mais je pense, honnêtement, je pense que c'est un peu... Il y a toujours ce premier match-là. Tu sais, c'est deux équipes qui se voient pratiquement jamais au cours de la saison aussi, là, étant dans des conférences opposées. Juste 2 affrontements par saison. Donc, je suis convaincu qu'il y avait un match où on s'étudie davantage, un match un peu plus d'adaptation, si tu veux, pour les deux équipes. D'après moi, c'est ça qu'on a vu lors du premier match. Puis je pense que ça va très vite se resserrer parce que la meilleure équipe défensive de la conférence de l'Ouest en série contre la meilleure équipe défensive de la conférence de l'Est. Ouais. Ça peut pas faire autrement que donner des matchs, avec peu de buts, des matchs vraiment disciplinés et structurés. Le premier, c'est ça. Pour moi, c'était une valeur un peu à l'écart. Valeur apparente, si vous voulez. Et par la suite, je pense qu'on va revenir à notre hockey habituel. Il y a des questions pour moi, je veux dire, quand même, dans ce duel-là. Écoute, est-ce que on va voir finalement le premier trio des Canes faire quelque chose? Parce que c'est un trio qui n'a pas nécessairement donné autant. Écoute, Jarvis a été le meilleur producteur des trois, puis les deux autres là, sont devancés par plusieurs de leurs coéquipiers,
notamment Stankoven, Blake et Hall, qui ont été sensationnels. Mais c'est la finale de la Coupe. C'est une très grande occasion. Puis tu vas avoir besoin de tes meilleurs joueurs à un moment donné pour aller chercher un gros but. Puis ceux de Vegas, en tout cas jusqu'à présent, ont plus démontré de potentiel offensif que les Aho, Svechnikov et Jarvis. Donc, il faut que ça débloque plus tôt que tard pour ces trois-là parce que je pense que ça peut leur coûter la série s'ils sont simplement incapables de contribuer. Et Vegas a encore fait parler sa profondeur lors du match d'hier. Est-ce que la profondeur de Vegas aussi va être trop pour les Kings? C'est certain que les Kings aussi, franchement, ont une belle production diversifiée. Juste Ehlers à lui seul, 2 buts sur un 4e trio. C'est super. Ehlers, vraiment sensationnel au cours de ces séries. Mais c'est plein de choses comme ça. Les gardiens de but même, ont été très bons jusqu'à présent, mais là, Anderson qui a connu un match un peu brouillon, c'était un peu la même chose face aux Canadiens aussi. Peut-être qu'il a simplement besoin de ce match d'adaptation-là également. Hart aussi hier qui a été un peu chancelant par moment. Fait que j'ai été surpris par ce match-là. C'est le résultat de 5-4 en faveur de Vegas. Et je pense que ça peut pas rester comme ça trop longtemps. Il y a aussi l'idée, le pari de Brindamour qui est de matcher la ligne de Stahl avec la ligne de Eichel. Ça a bien fonctionné face aux Canadiens et le premier trio du Canadien avec Suzuki et compagnie. Est-ce que ça va fonctionner contre Eichel? C'est une grosse commande. Eichel est phénoménal. Oui, c'est une grosse commande, franchement, pour Stahl. Puis c'est un joueur qui, encore, même, 36 ans, là, est très difficile à affronter, Jordan Stahl. Un gars qui a remporté la Coupe en 2009. Puis que pour être le joueur avec les 2 Coupes Stanley les plus éloignés dans une carrière. C'est-tu vrai? Oui. C'est incroyable comme statistique, ça. C'est 17 ans. C'est déjà les 2 finales de la Coupe Stanley les plus éloignées dans une carrière. Wow! Ouais. Puis sais-tu qui est devant, d'ailleurs? Sûrement un vieux de la vieille. Allons-y. Non, même pas. Tout. C'est son frère. Oh, wow! Oui. Eric, avec les Panthers. C'est vrai, il était parti. Wow! Puis les Canes en 2006. Justement. D'ailleurs, Rob Brindamour qui n'a pas perdu une finale depuis de sa vie. Fait que allons-y de là. Mais bon, la première attaque joueur, s'il était sur la patinoire, c'était série décidée. C'est une légende, Brindamour. Mais pour enchérir un peu sur ce que tu as mentionné, oui, absolument. À la base, Vegas, comparativement à Montréal, Vegas s'habitue beaucoup plus à ce système d'homme à homme que les Canes avaient aussi pris lors du premier match contre les Canadiens. Et clairement, ça n'avait pas fonctionné parce que Montréal, à la base, c'est une équipe qui joue ce système-là et sait comment le disséquer. Ça s'est passé hier aussi du côté de Vegas. On a vu des joueurs, des joueurs comme Barbachev, comme Michael. Même Hertel, c'est des gars qui savent comment contrôler et protéger une rondelle. Puis malheureusement, les Kings pourront pas gagner cette bataille-là d'un contre un tout le temps. J'assume qu'on va revenir à notre système de pression, appliqué un peu plus qu'on avait fait contre le Canadien. Là, plus d'un joueur sur le porteur de la rondelle, être agressif, être toujours en mouvement, très dynamique. Ça pourrait probablement aider l'équipe, mais je ferai attention aussi. Vegas, c'est une équipe qui bouge très bien la rondelle et rapidement. Ouais, c'est ça. Fait que ce match-up-là est excessivement difficile pour la troupe de Rob Brindamour, je pense. Fait que avantage pour moi Vegas dans cette série-là, mais à voir pour les prochains matchs de la série. Puis je veux dire, Vegas, c'est une autre batte aussi, parce que, vraiment. Littéralement, contre Ottawa puis contre Philadelphie, comme... On pouvait jouer le système homme à homme, on gagnait toutes les batailles anyway. Il n'y avait pas un gars sur l'autre équipe qui était capable de gagner une bataille face comme
C'était juste la compétition n'était pas là. Mais en effet, du côté de Vegas, on a des joueurs comme ça qui sont des joueurs d'expérience qui en ont vu d'autres. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais à un moment donné, il faut se traiter avec respect aussi. Là, qui ont gagné la coupe aussi, je veux dire. C'est pas des jeunes mecs là, qui viennent de débarquer. Ils sont pas nés de la dernière... C'est pas des petits blonds qui viennent d'une université aux États-Unis comme Jackson Blake. Non, ils sont pas nés de la dernière pluie à Vegas. Mais oui, je comprends. Je pense que, écoute, il reste encore de la belle expérience de l'année de la Coupe pour Vegas. Puis ça, c'est pas à négliger. Puis Tortorella, autant je l'haïs, il semble faire un très bon travail aussi. C'est vrai. Puis non, c'est ça pour Vegas. Puis encore une fois, je vais le répéter, la défensive de cette équipe-là c'est remarquable. Franchement, on a tout ce qu'il faut. On a Lauzon qui vient de revenir aussi. C'est vraiment du solide du côté des Knights. Donc, moi, je m'attends qu'on voie vraiment cette guerre de construction-là qui va être vraiment... Vraiment. Bon jeu de mots avec ton affaire de boa. Oui, c'est ça. C'était-tu voulu? Moi, c'est comme ça que je toujours voulu, oui, c'est vrai. Bien sûr. Donc, c'est... ça va être intéressant de voir ce qui se passe lors du match numéro 2 qui est déjà ce soir. Vous l'avez déjà vu, je m'attends à une ambiance totalement différente du premier match. Puis je peux pas voir que les Canes vont perdre les deux matchs à la maison. Puis si c'est le cas, ils sont dans le gros trou. Absolument. Puis juste pour lancer une statistique, pas rapport, mais excessivement drôle, Rasmus Andersson, qui est en finale de la Coupe au moment où on se parle, eh bien, dans les 46 dernières années, ça, c'est le Jagr, Jaromir Jagr, maintenant, depuis les 46 dernières années, a un coéquipier qui s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Avec 46 années. Avec un astérisque, je pense, en comme 2022, parce qu'il était seulement teammate avec André Palat aux Olympiques. C'est quand même un coéquipier. Puis ça, c'est fou. Il a joué avec Rasmus Andersson un bref moment à Calgary dans la saison 2017-2018. J'ai vu ça. Je me suis dit c'est impossible, mais c'est possible. C'est ça que c'est. Match numéro 2, jeudi soir. Donc ce soir, nous aurons les résultats demain. Un match vachement important, surtout à domicile pour les Hurricanes qui vont tenter de ne pas en échapper 2 dans leur propre arena, tout simplement. Phil, segment sporadique, bien sûr, aujourd'hui. Puis... pour un directeur général d'hockey, l'une des pires choses qui peut arriver, c'est une expansion. Mais c'est ce qui se passe du côté de la LPHF. L'affaire avec ça, c'est qu'il y a tellement peu d'équipes que tu ne peux conserver que 3 joueuses. Ça cause beaucoup de problèmes. Et la Victoire de Montréal, comme toutes les autres équipes, on va parler de la Victoire, ont sélectionné Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey et Anne-Renée Desbiens, les 3 vétéranes de cette formation-là, pour garder dans leur alignement, ce qui laisse des joueuses comme Abby Rock fin libre de prise pour les équipes. Et quand tu as une expansion qui amène 4 équipes, on passe donc de 8 à 12, mathématiques, tu peux prendre 3 joueuses dans une équipe. C'est fou à quel point ça change complètement ton alignement. Je me sens complètement mal pour les pauvres directeurs généraux, directeurs généraux de ces formations-là. Je vous rappelle des formations dans la ville de Hamilton, Las Vegas, Détroit et San Jose qui approchent pour la LPHF dès l'an prochain, portant le total de 12. Et ça, c'est juste la première phase parce que les équipes ont soumis leurs 3 joueuses, toutes les équipes, tous les 8 ont soumis leur première joueuse protégée. Et là, la tristesse qui s'en vient avec l'idée que tu vas perdre, voire 12 joueuses dans ton équipe. Ça fait aucun sens. C'est fou. Bon, évidemment, on va viser la victoire parce qu'elles viennent de remporter le trophée de la Coupe Walter. On peut peut-être s'attendre à une équipe qui ne sera pas aussi puissante dès l'an prochain. Et pour ceux et celles qui s'intéressent, la deuxième phase va débuter vendredi.
c'est triste pour Montréal, mais il faut que ce soit fait. Puis la Ligue s'agrandit, fait que c'est un mal pour un bien. Mais il fallait que j'en parle un peu de ça. Mais bon, vous allez voir Marie-Philippe Poulin et sa conjointe Laura Stacey, et bien sûr, The GOAT entre les deux poteaux, Anne-Renée Desbiens, toujours dans l'uniforme de la victoire pour quelques années encore. Oui. Je vois exactement de quel genre de cauchemar tu parles. Je me souviens très bien du funeste jour où on a protégé Jeff Carter. Donc, oui. Oui. Attends, vous avez perdu qui encore aux mains? On a perdu McCann. Ah, c'est McCann. Notamment. Wow. On a perdu Tanev aussi. Mais ça, c'est au main de Seattle. Oui. Au main de Vegas. Au main de Vegas, c'était Fleury. Oh, c'est vrai, c'est Fleury. Il a décidé de garder Matt Murray. Autre chose aussi, je pense qu'on avait perdu peut-être James Neal ou ça c'était au... C'est probablement Vegas. Ouais. James Neal, peut-être un échange qui a été fait par rapport à ça. Mais oui, anyway, c'est pas une journée favorable pour un fanatique de sport. C'est pas des bons souvenirs du tout pour moi, ça. Donc, moi je te parle, Mathieu, si je te dis E4. E5. Oui, E6. On parle bien sûr d'échecs. Bien entendu. Et présentement, c'est... le Norway Chess. Oui, c'est Norway Chess qui est en cours. J'ai suivi un peu les recaps, là, les récapitulatifs. Parlait juste de Magnus tout le long parce ce qu'il tournoi-là. Perdu, Oui, on parle beaucoup de Magnus et avec raison parce qu'on est en train de voir quelque chose qui est anormal vraiment dans le monde des échecs. Puis ça, c'est Magnus Carlsen qui perd. Point. Parce que c'est une domination qui, écoute, ça remonte à 2010 environ. Cette domination lorsqu'il est devenu champion du monde. Écoute, Magnus Carlsen, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment depuis plus d'une décennie, c'est le grand nom, le grand sensei des échecs. Écoute, il a vraiment régné d'une main de fer là, sur le monde des échecs pendant ces dernières années. Et là, présentement, il est en train de se passer quelque chose d'anormal à Norway Chess. Norway Chess aussi, c'est un grand rendez-vous échiquien. C'est un des tournois principaux là, au cours de la saison. Et beaucoup de joueurs là, élites qui y sont, évidemment. Y compris Magnus Carlsen, qui joue un peu moins aussi ces temps-ci en mode classique. C'est un format qu'il a un peu abandonné, faut le dire. Ne voulait d'ailleurs pas défendre son titre en mode classique à un moment donné. Je pense après 3 victoires consécutives, il s'est dit « Je vais laisser ma place ». Et là, fait un... Ouais, c'est fou. Mais là, il fait un retour en compétition à Norway Chess, puis c'est chez lui aussi, c'est un Norvégien, Magnus Carlsen. Ça se passe à Oslo cette année. Là, on a changé de ville par rapport aux 13 dernières années. Ça faisait assez longtemps qu'on faisait ça au même endroit. Maintenant, cette année, c'est à Oslo, la capitale norvégienne. Et écoute, a été vaincu 4 fois déjà dans ce tournoi-là. Et ce qui est le plus exceptionnel dans tout ça, c'est que le même joueur l'a battu 2 fois au cours du tournoi. Ça, c'est Praggnanandhaa Ramesh Babu, un jeune grand maître indien qui rapidement est en train de se hisser là, vraiment parmi l'élite du sport. Ça fait quelques années qu'on voit ça quand même. Il y en a beaucoup de jeunes Indiens qui sont très, très performants, il faut le dire. Et mode classique, c'est un tournoi donc, où on joue des matchs de 2 heures. 2 heures chacun à la pendule. C'est... au bout de ces 2 heures qu'on va déclarer éventuellement un gagnant, ça peut être une égalité aussi, ça arrive. Mais en cas d'égalité, il y a aussi un Armageddon qui est un format plus court qui sera le tiebreaker finalement pour le match classique. Mais oui, Magnus Carlsen qui, étonnamment, va perdre ses 2 matchs face à Praggnanandhaa. D'abord en 4e ronde avec Praggnanandhaa avait les pièces blanches, puis en 8e ronde. Donc, hier, Praggnanandhaa avait les pièces noires. Et ce qu'on voit de Carlsen, qui est très atypique, je trouve, en tout cas, ce que j'ai le plus remarqué, c'est sa gestion du temps, tout simplement, qui n'est pas du tout adéquate. Dépense beaucoup de temps sur des décisions qui semblent
en tout cas pour lui, assez évidente. On dirait qu'il y a des coups sur lesquels il hésite. Il se pose plus de questions. Donc, peut-être un peu de rouille de son côté, mais ce qu'on sait de Magnus, c'est que dans ce genre de situation-là, il va toujours rebondir. Là, on ne l'a pas nécessairement vu, ce retour en force-là. Peut-être que ce sera lors du prochain tournoi, mais bon, quand même aller chercher quelques résultats gagnants au cours du tournoi, mais ça reste que c'est pas un tournoi où on le voit juste, écoute, tasser ses adversaires comme des petits pions, là, pour pas faire de jeu de mots, mais c'est beaucoup plus difficile présentement pour Magnus Carlsen. Puis c'est vraiment comme... Écoute, ça pose des questions très fondamentales pour les fans d'échecs parce que, écoute, ce qu'on sait depuis plusieurs années, c'est que Carlsen est pratiquement intouchable au sommet. Donc, est-ce qu'il est en train de trouver finalement un peu son mur, là, Carlsen. C'est sûr qu'il ne rajeunit pas non plus, mais il est encore dans la tranche d'âge là où il peut dominer en théorie. Donc, à voir s'il y aura un retour en force là, du côté de Carlsen. Mais le dernier aussi, là, à l'avoir fait, à battre Carlsen 2 fois dans un même tournoi en mode classique, c'était en 2008. C'était Vesselin Topalov, qui est quand même un champion du monde aussi de son ère. Là. Donc, c'est très rare ce à quoi on assiste présentement sur les 64 cases. Et moi, ça me stresse un peu parce que Carlsen, franchement, c'est tellement une icône dans ce sport-là. Comme j'ai peur qu'on soit en train de voir un peu sa fin. Mais écoute, je pense que ça viendra pas nécessairement de sitôt quand même. Il est encore aussi là, le seul joueur, je pense, à être... dans les 2900 là, au niveau du classement Elo en classique. Donc, il y a quand même une marge à combler pour ses adversaires, mais présentement, ils sont en train de se rapprocher un peu du GOAT. Ouais, non, vraiment, c'est triste à voir. Puis, c'est drôle parce que, justement, l'un de ses derniers matchs, face à Wesley So, qui lui est premier au niveau du classement, est en cours. Puis, tu parlais de gestion du temps. Eh bien, il fait super bien pendant ce match-là. Et d'ailleurs, pourcentage de précision de 98,8 face à 98,4. Vous n'aurez pas ça dans votre match de Elo de 500. Là. Je vous en passe un papier. Mais vous pouvez quand même... Si vous êtes capable de le faire, vous êtes parmi certainement l'élite, bien sûr. Un tournoi surveillé qui ne s'est pas encore terminé. Là, beaucoup de points à aller chercher. Le seul dans les 2800, pas 2900. 2840, n'est-ce pas, Magnus, présentement? Oui, mais il y a baissé de 20 points selon le classement live. Là, donc, là, 2820 présentement. Tournoi oublié. Ouais. Pour le Norvégien. Le plus proche des 2800, sinon, c'est Caruana. Nakamura aussi. Les deux sont à 2792, là, mais ne participent pas à ce tournoi-là. C'est bizarre, ça. Mais bon, les deux Américains qui préfèrent streamer, c'est correct. Nos 3 étoiles de la semaine maintenant pour bien terminer l'épisode. Phil, j'y vais avec... à ma 3e étoile sera donnée à l'Italie parce que le futur brille du côté du tennis. On l'a vu, Berrettini, Arnaldi, maintenant Cobolli, Sinner qui aurait facilement... On aurait pu avoir 4 Italiens en demi-finale, Phil. Ce sera peut-être pour un autre tournoi. Ça brille, ce futur-là. Je devais les inclure. 2e étoile, ce sera le duo Zach Werenski pour son trophée Norris et John Cooper pour le trophée Jack Adams. L'un des deux le méritait un peu plus. Vous devinez quel des deux ce sera. Et numéro 1 sur ma liste des étoiles de la semaine cette semaine, ce sera Victoria Mboko, parce qu'on aura la chance de peut-être terminer la carrière de Serena Williams, alors que ces deux-là vont participer à un tournoi double là, du côté du Queen's Club le 8 juin. C'est tout qu'un exploit. Quel privilège. Quel privilège. Elle a plus de 20 ans de plus que Mboko en plus. Elle a presque double son âge, mais l'idée que Serena Williams décide de jouer avec la Canadienne Victoria Mboko, c'est tellement plaisant. Juste de voir Serena Williams sur un court. Ça va être, mon Dieu, de toute beauté. Peu importe les résultats. Absolument d'accord. Phil, de ton côté? Écoute, moi je vais commencer ça avec Félix Auger-Aliassime parce que quand même, il faut le souligner, son parcours, son quart de finale.
à Roland-Garros. Il n'y avait pas nécessairement un parcours facile non plus avec Altmaier, qui était notamment son adversaire de premier tour. Je trouve qu'il s'est quand même bien battu. Et hier, ça a été trop peu, malheureusement, mais un résultat quand même à souligner. Puis des beaux points au classement quand même qui vont être en banque pour notre Canadien. Consolide sa 4e position mondiale. Ou cinquième, ouais. Pardon. Et on y va en deuxième étoile avec Gabriela Dabrowski parce que si Auger-Aliassime ne peut pas se rendre au bout, ben on peut peut-être compter au moins sur une autre Canadienne pour le faire. Puis il pourrait le faire en double femme ou en double mix. Déjà en double mix, c'est fait. Double mix. Non. En double mixte, là. Elle a perdu. Non, on est là, on est en finale. Là. OK, ben elle a perdu un des deux, si je me trompe pas. Peut-être le double féminin. À moins que j'ai manqué quelque chose. J'avais vérifié tantôt, me semble, puis même je t'en avais parlé. Je sais pas si. J'ai manqué quelque chose de très récent. Oui, c'est ça. Le double mix est terminé. Errani Vavassori l'emporte 10-4 durant le 3e set. OK. Donc, oui, toujours une chance côté double féminin. Pas cette mise à jour-là. Mais, OK. Donc, c'est bizarre, ça. non, mais on dirait qu'il n'y a pas... C'est pas du tout mis à jour, mon truc. Mais bon, oui, du côté du double féminin, ça va être difficile aussi. Voyons, ça finit comment? Peux-tu me dire? Oui, absolument. je peux te le dire. Bon, ça s'est terminé en 3-7. Ils ont remporté, quand je dis ils, c'est Evan King et Gabriela Dabrowski. Ont remporté 6-4 la première, perdu 6-3 la deuxième et perdu 10-4. Le tiebreaker, parce qu'évidemment, 3e set, premier à 10. Voilà qu'Errani Vavassori, première tête de série, premier mondial en double mix depuis quelques temps maintenant, vont rapporter un autre grand chelem. Et côté double féminin, ce sera difficile contre Siniakova et Townsend, qui sont les meilleures mondiales dans cette facette du jeu, mais certainement ne pas sous-estimer la puissance de Dabrowski et Stéphanie, qui seront là, bien sûr, pour les accueillir. Belle finale pour Dabrowski, encore vraiment. Une fois, et consolide quand même sa place là. Parmi vraiment les plus hauts standards du tennis canadien, Dabrowski et Daniel Nestor notamment aussi, que je mettrais dans cette catégorie-là. Et là, on va avoir, c'est ça, écoute, un match quand même là, face à Siniakova qui va être difficile. On sait qu'elle, c'est une terreur quand même en double Siniakova, mais tout n'est pas perdu pour Gabriela Dabrowski. Et ma première étoile de la semaine, ce sera Thomas Gilbert, Mathieu, qui a remporté ce tournoi, le Dieppe Open, tournoi de disque golf, ce week-end dernier. Et l'a fait aussi de façon assez convaincante, quand même assez décisive, avec 4 coups d'avance sur son plus proche adversaire. Puis, moi, j'ai eu l'occasion de le voir jouer, puis je suis encore... comment est-ce qu'il dit ça déjà? Je cherche un mot en particulier. Je suis... ça me vient pas. Flabbergasted, c'est ça que je veux dire. Je suis flabbergasted de ce que j'ai vu. Franchement, parce que surtout un coup, un lancer en particulier qui l'a fait, qui a redéfini vraiment. Ça a complètement mis à la poubelle tout ce que je croyais savoir sur le disc golf. Sidéré. Oui, sidéré. OK. C'était de toute beauté, ce lancer-là. Vous n'aurez pas la référence, là, mais le pass 5 à Dieppe, il est long, puis il est difficile, puis il l'a éclipsé avec un lancer. Hein? Oui. Je vais te faire l'histoire courte, là. Avant qu'on wrap up, là, je vais te faire l'histoire courte. Il a frappé un arbre sur son premier lancer. Ouais. Il a frappé un arbre sur son deuxième lancer. Mm-hmm. Son troisième lancer, il faisait du coin, parce que ça tourne. Oui. Fait qu'il lui restait un méchant grand bout. Puis il l'a mis à 20 pieds. Oh, wow. Ouais. Pour un birdie. Pour un bird. Wow. Et c'était le bird le plus irrespectueux que j'ai jamais vu. Les autres étaient comme, on a une chance, Thomas est en train de fumble. Non. C'était... Il a dû avoir 10 lancers entre-temps, comme entre son troisième
Puis, comme son prochain, son 4e, il a dû avoir 10 lancers de ses adversaires. Comme je me dis, il se promenait les mains dans les poches avec tellement de aura sur le fairway. Comme, non, il se promenait les mains dans les poches, puis j'étais comme, quand est-ce que tu vas arriver à ton disque? Comme, sors tes mains de tes poches immédiatement. Ouais. Vivement la scène professionnelle de disque golf. C'est une des choses les plus incroyables que j'ai vues sur un terrain de disc golf. Et je le remercie pour ça parce que je vais garder ce souvenir-là pour toujours. Mais félicitations encore un A-tier maintenant. Il a dit que c'était son premier de la saison aussi. Donc, bien fait pour lui, qui est quand même là, le meilleur joueur actuellement au Canada en termes de disc golf. Ben, c'est là-dessus que va se terminer ce 5e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins, ou l'épisode Jalen Chatfield. Nous, je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes côté audio sur Apple Podcast et Spotify, bien sûr sur la chaîne 9 et 10 du côté de Rogers TV. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur son site. Bon match. Une production de Podcast NB.